Ici, à Yaoundé, il est 7h02. Et nous allons recevoir Jean-Jacques Zé dans une cinquantaine de secondes. Le temps pour nous de dire un petit bonjour à quelques fidèles. Edith Chania. Une pensée pour M. Blaise Blondel qui nous regarde depuis Yassa, Cité Douala. On dit également bonjour à M. Nguima Gira, les greffiers en chef des tribunaux de première et grande instance à Bouddha. On dit un bonjour rapide à Chomba Marina, à Douala, et puis on pense à son... C'est Panique de Berthois qui pense à Chomba Marina, et bien sûr à son petit qui s'appelle Abat, et une pensée pour le président Aminou Amidou du côté de Bafoussam. Et joyeux anniversaire à Évariste Ateba qui souffle sur une bouchée de plus ce jour. Il dit d'ailleurs que le partage du gâteau aura lieu tout à l'heure. Tout à l'heure, il faudrait garder une part pour Jean-Jacques Zé, qui nous rejoint sur le plateau de la matinale avec sa panoplie. Toujours tout sourire, vous savez, l'homme, si vous le croisez, il vous fera rire. Vous êtes déjà arrivé? Vous savez, il m'a tellement appelé Jason que j'étais avec le ministre de la République que je salue d'ailleurs, qui m'a dit Jason. Non, ça c'est Jean-Jacques Zé. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Jason Black. Bonjour Edith Chania, bonjour à tous nos amis téléspectateurs et les auditeurs des radios qui nous reprennent, qui prennent notre signal en relais sur l'ensemble du territoire national. On voudra dire particulièrement bonjour à monsieur le sous-préfet de Mongong dans la région du sud, Ndengwe Darlin, qui est certainement connecté ce matin, comme on le dit. Après votre passage hier ici, on a un peu discuté, vous savez, hier autour de la téléphonie mobile et tous les problèmes qu'on avait. Mais il y a eu beaucoup de messages, notamment celui de Hervé qui vient d'Abidjan en Côte d'Ivoire, qui trouvait ça quand même assez déplorable. Bon, peut-être, parce que vous avez été nombreux à nous parler de ça, on va peut-être demander à Jean-Jacques tout à l'heure, à l'instant de l'analyse, de dire un mot là-dessus. Hein? Juste un mot. Et puis parce qu'on a d'autres préoccupations aussi. D'accord. Dites-moi, Edith, vous souhaitez que l'on commence par Cameroun Tribune. Jean-Jacques, c'est possible? Naturellement, c'est possible. Vous commencez avec Cameroun Tribune ce matin et le quotidien Capitaux Publics, ce qui t'intéresse particulièrement à la gestion de l'information en période de crise par les médias. C'est une initiative qui est prise par le Conseil national de la communication qui va regrouper aujourd'hui les responsables d'organes de presse pour revenir sur la responsabilité des médias en période de crise. La crise comme celle que le Cameroun est en train de traverser en ce moment signale justement Cameroun Tribune, les médias face à leurs responsabilités, titre le quotidien Capitaux Publics, qui consacre sa grande une cependant à ce souci d'apaisement souhaité par tous les Camerounais après les moments difficiles, pratiquement 12 mois de crise anglophone. Nous sommes tous acteurs dans le cadre de la recherche des voies de sortie, indique le quotidien Capitaux Publics en sa grande une ce matin. Comment peut-on être tous des acteurs dans le cadre de la recherche de l'apaisement? Le journal nous présente en tout cas les rôles que pourraient jouer les uns et les autres, les groupes sociaux et autres responsables dans le cadre de la recherche de l'apaisement. On le voit bien avec notre confrère ce matin. Il y a les rôles que devrait jouer le gouvernement dans le cadre d'une dynamique de paix et qui doit être poursuivie. Les partis politiques doivent mener un encadrement des militants. Cet encadrement des militants qui est appelé à être renforcé selon Cameroun Tribune ce matin. La commission Moussongué pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme devrait améliorer le brassage des populations. La société civile doit être considérée comme un partenaire d'un vivre ensemble très poussé. Les autorités religieuses doivent également œuvrer au nom de l'amour du prochain. Les autorités traditionnelles, les gardiens de la cohésion doivent également se mobiliser. Les médias avec pour seul mot d'ordre la responsabilité. La diaspora avec une pierre à ajouter à l'édifice de l'unité. Les citoyens qui sont les premiers promoteurs de la diversité. Naturellement, tous ont un rôle à jouer dans le cadre de la recherche de l'apaisement au Cameroun. On le voit bien, Cameroun Tribune évoque bien le rôle que devraient jouer les autorités religieuses, l'Église catholique et la province ecclésiastique de Bamenda, qui est spécialement visée par la presse ce matin. Tribune d'Afrique de Faustin Dikam parle de ces évêques du Nord-Ouest accusés de mensonges et de manipulation. Selon notre confrère, c'est en réaction au communiqué de presse des archevêques et évêques de la province ecclésiastique de Bamenda relatif à la situation du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le Forum des Camerounais libres pour l'unité nationale s'insurge contre le manque d'impartialité de ces hommes de Dieu, titre le journal en sa grande une ce matin, s'inspirant justement sur ce communiqué
qui s'adresse directement aux évêques de la province ecclésiastique de Bamenda. Le communiqué de cette organisation marque tout son désaccord relativement à ce qui a été dit le 4 octobre dernier par cette partie du pays, en signalant justement que l'Église catholique et particulièrement cette province ecclésiastique a vu comment l'État a mené des démarches afin de désamorcer cette bombe qui a commencé avec les revendications corporatistes, mais également cette Église est restée muette face à l'escalade de violence. De nombreux enfants agressés. D'ailleurs, le communiqué parle d'une dizaine de tout petits blessés au poignard pour avoir tenté de braver les mots d'ordre d'école morte. Ils voulaient simplement aller à l'école et les évêques n'ont rien dit. Dans ces conditions-là, l'éditorial de Faustin Djikam vient également situer le rôle de l'Église. L'Église catholique, pour sa part, a intérêt à redéfinir ses positions sur des sujets politiques. Son rôle est strictement théocratique, moral et non partisan. C'est le dernier endroit où doit se trouver la vérité dans la société. La forme de l'État ne changera pas. C'est le titre, l'éditorial proposé par le directeur de publication de Tribune d'Afrique ce matin, qui rappelle également tous les moyens qui ont été mobilisés par les pouvoirs publics pour sortir de cette crise, mais également ceux qui est appelés à ne pas changer relativement aux réalités politique, géostratégique, mais également historique, qui appelle le Cameroun à demeurer un pays uni. Beaucoup de pages de l'histoire ont, semblerait-il, selon l'éditorial, été ignorées volontairement par beaucoup dans le cadre de ces manifestations. Pourtant, la forme de l'État ne devrait pas changer et ne changera pas, tel que c'est indiqué par l'éditorial proposé par Faustin Djikam ce matin. La même colère de cette organisation, le Forum des Camerounais libres pour l'unité nationale, qui réagit. Cette réaction est aussi proposée par le quotidien L'Épervier, qui est dans les kiosques ce matin. Les évêques de la zone anglophone tombent le masque, titre notre confrère, après l'échec du 1er octobre 2017 et les détournements des milliards issus de la scolarité des élèves et des subventions de l'État en début d'année scolaire dernière. Les évêques de la province ecclésiastique de Bamenda viennent de franchir le Rubicon, dit notre confrère, à travers leur communiqué incendiaire qui charge malheureusement le gouvernement. Ils ont tombé le masque. C'est un jeu trouble disséqué, décrypté par le quotidien L'Épervier ce matin, qui exploite aussi ce communiqué, cette réaction de cette organisation de la société civile qui s'en prend directement aux évêques, appelant à leur responsabilité, parlant même aussi de leur mutisme qui est comparable pratiquement à la complicité, parce que dit notre confrère relativement à ce texte, même quand les écoles ont été brûlées, les commissariats et brigades de gendarmerie saccagées, les évêques sont restés muets et choisissent tout simplement de condamner, entre guillemets, des violences d'où qu'elles viennent, sans, dans la démarche, justement, s'arrêter chaque fois que l'être humain était menacé pour produire une quelconque réaction. Le Forum des Camerounais libres dénonce le comportement partisan des évêques de la province ecclésiastique de Bamenda. Titre également Hot News, qui est dans les kiosques ce matin. Les évêques de Bamenda n'ont jamais condamné, et le journal fait une énumération après avoir lu l'intégralité du texte qui est d'ailleurs proposé par notre confrère. Ils n'ont jamais condamné la sécession et les actes de vandalisme, les écoles incendiées, les commissariats de police et les brigades de gendarmerie vandalisées, les élèves poignardés sur le chemin de l'école, les armes de guerre saisies aux milices du consortium. Concernant justement cet aspect, l'un des points soulevés par cette réaction du Forum des Camerounais libres dénonce justement les saisies de centaines d'armes, plus d'une centaine en tout cas d'armes de guerre, l'utilisation de ces armes de guerre, notamment du côté de Kumbo. Selon le texte proposé par le Forum des Camerounais libres, la prison qui avait été incendiée par quelques détenus qui détenaient justement des kalachnikovs. Le journal indique justement toute la surprise lorsque les évêques de la province ecclésiastique de Bamenda parlent des manifestants désarmés. Pourtant, dizaines de bombes au moins artisanales ont été repérées, récupérées par les forces de maintien de l'ordre, y compris celles qui ont eu à exploser, exposant ainsi la santé et l'intégrité des populations. Le journal rappelle le rôle de l'État en interrogeant avec le Forum des Camerounais libres ce que les évêques auraient souhaité que l'État
croise les bras et regarde comment le pays est en train de subir l'action de ceux qui ont hissé justement la violence au sommet des revendications qui étaient pourtant corporatistes à l'origine. L'orphelin parle justement des évêques anglophones qui sont abattus en plein vol, parlant justement de ceux de la province ecclésiastique de Bamenda. Ces mercenaires, l'expression est du journal, l'orphelin ce matin, ces mercenaires en soutane, déterminés à déstabiliser le pouvoir de Yaoundé par tous les moyens, soutiennent la candidature d'Akere Mouna en vue de la présidentielle de 2018. Ils viennent de rendre public un communiqué qui confirme la thèse d'un complot ourdi pour déstabiliser le Cameroun, indique l'orphelin également, qui s'intéresse particulièrement à cette actualité, tout en proposant aussi à lire notamment cette réaction de ce forum des Camerounais libres s'adressant à la province et aux évêques de la province ecclésiastique de Bamenda. Le hebdomadaire Le Soir parle aussi de cette crise anglophone. Les évêques de Bamenda accusés de faire l'apologie du terrorisme. Le Forum des Camerounais libres dénonce les comportements partisans car ils n'ont jamais condamné la sécession et les actes de vandalisme. Ils n'ont jamais condamné les écoles incendiées, parmi lesquelles des écoles appartenant à l'église catholique. On parlait du collège Sacré-Cœur, le dortoir incendié, alors que ceux qui ont porté cet acte voulaient attenter à la vie des jeunes élèves qui n'étaient heureusement pas, dit-on, dans les dortoirs au moment de cet incendie. Les armes de guerre saisies, les milices du consortium qui ont été montées, le journal l'indique également, tout en, comme on le dit, exploitant les propos proposés justement par cette organisation de la société civile. Et dans les kiosques également, on peut le découvrir avec cette sortie de crise souhaitée par les uns et les autres. Info Matin parle aussi de cette crise anglophone. Le journal de Joe Dunenven insiste sur le Forum des Camerounais libres qui cogne sur les évêques relativement à ce communiqué qui reste condamnable et contesté du 4 octobre dernier. Et cette réaction musclée également qui confond profondément le rôle joué par les évêques de la province ecclésiastique de Bamenda. Autre sujet à découvrir, la recherche du dialogue. Le quotidien Émergence nous apprend ce matin que le gouvernement opte finalement pour le dialogue, dit-on, inclusif. À la table des négociations, personne ne devait être exclu et il n'y aura pas de sujet tabou, le dit Tout de Go, le journal ce matin. Le gouvernement poserait cependant des conditions à la participation des sécessionnistes à ces pourparlers. C'est la grande une choisie par notre confrère relativement à ce dialogue qui est souhaité. On le sait depuis lundi, la presse demande avec qui, comment et sur quoi établir ce dialogue au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et du gouvernement. On indique que le gouvernement a toujours ouvert la porte au dialogue relativement à ces négociations qui étaient lancées depuis les mots d'ordre de grève venant des avocats ou des enseignants de la partie anglophone. Au commencement étaient 8 points posés sur la table des négociations et à cette époque, les enseignants et les avocats avaient estimé, selon la correspondance justement du Forum des Camerounais libres, que si le gouvernement accédait à un seul de ces points, le mot d'ordre allait être grévé. Le gouvernement a accédé à 4 points. Deuxième étape, 14 points étaient posés sur la table des négociations. Le gouvernement accédera à ces 14 points. Troisième ronde de négociations, 22 points étaient portés sur la table des revendications. Le gouvernement accédera avec le bonus tel que l'indique cette correspondance. Et puis finalement, un autre point sera introduit, curieusement, celui parlant de la forme de l'État, fédéralisme ou sécession. D'où le nom justement prononcé par les membres du gouvernement qui étaient déployés sur le terrain. Et parlant des membres du gouvernement déployés sur le terrain, pile ou face, parle de la crise anglophone ce matin. Il y en a qui ont joué à fond leur rôle. Ils jouent franc jeu dans cette affaire. Ils ne sont pas des chauves-souris et ne prêtent guère le flanc au jeu de l'Autriche. Ils démontrent à suffisance leur capacité à jouer la bonne partition pour résorber la crise qui jette la psychose dans la partie anglophone du Cameroun par leurs agissements et engagements patriotiques. Ils en appellent au dialogue et s'inscrivent dans la logique de la République d'abord. Qui sont-ils? Le journal propose en tout cas un ensemble de personnes
personnalités, des membres du gouvernement qui ont joué ou qui jouent franc jeu dans cette affaire de négociations et d'actes qui pourraient concourir à l'apaisement et l'accélération du vivre ensemble, mais également à la répartition des richesses du Cameroun. Le ministre Lupaul Moutazé, le ministre Emmanuel Nganou Djoumessi, le ministre Joseph Bétia Soma, le porte-parole du gouvernement Issa Tiroma Bakari, le délégué général à la Sûreté nationale, le ministre de l'Enseignement supérieur. Parmi ceux cités et dont les photographies qui sont proposées à la grande une de Pile ou Face ce matin, le ministre des Enseignements secondaires également. Mutation, le quotidien dans les kiosques ce matin nous parle justement des conséquences de cette crise anglophone. Sur les traces des déplacés, le journal nous propose un reportage à Yaoundé et à Douala pour retrouver justement ceux qui ont quitté ceux qui ont été obligés de partir du nord-ouest et du sud-ouest à la recherche d'endroits un peu plus calmes, reposants et propices à leurs différentes activités. Partis du nord-ouest et du sud-ouest, des personnes jadis établies dans ces régions ont du mal à s'intégrer à Douala. Selon le premier reportage proposé par Mutation ce matin, à Yaoundé aussi, ils veulent sauver leur année scolaire. Les effectifs dans les établissements ouverts, aussi que l'anglophone ne cesse de s'accroître. Le journal fait le tour justement de ces différentes infrastructures scolaires pour voir combien ils sont, ceux qui sont partis du nord-ouest et du sud-ouest, à la recherche tout simplement de l'enseignement, de l'éducation pour essayer de sauver leur année scolaire. Autre sujet développé par la presse, repère dit un ou deux mots sur la magistrature suprême et l'ENAM qui recrute des enseignants d'expression anglaise, les concours et les recrutements qui sont lancés relativement à la crise anglophone également. Le journal parle de l'offensive communicationnelle du gouvernement. Le ministre de la Communication, Issa Tiroma Bakari, fait pratiquement le tour des médias dans ce que Repère appelle ce matin l'offensive communicationnelle du gouvernement. Mais la grande une de Repère parle justement de ces ministres originaires de la région de l'Est qui, pour la plupart, ont géré le ministère des Mines au Cameroun. Le ministère des Mines, cimetière des fils de l'Est, titre Repère ce matin en proposant déjà 3 membres du gouvernement, en tout cas fils de l'Est, qui ont occupé le fauteuil de ministre des Mines, 3 déjà, mais à l'intérieur, on découvre quand même qu'ils sont nombreux à avoir occupé le fauteuil de ministre des Mines avec des fortunes différentes et diverses, mais davantage des résultats tout à fait gênants et pas forcément positifs pour ces membres du gouvernement qui sont partis de cette région. Jean-Bosco Samba Aranda est passé par là-bas, Jacques-Yves Mbelendoué est passé également de ce côté-là. On parle également de Joseph Aoudou, de Charles Salé, de Badel Ndangadinga, d'Emmanuel Bondé, plusieurs fils du soleil levant qui se sont retrouvés justement dans ce cimetière baptisé ministère des Mines. Qu'ont-ils fait? Qu'ont-ils créé? Qu'ont-ils proposé? Qu'ont-ils subi dans ce département ministériel, c'est-à-dire dans un magnifique dossier proposé par Repère ce matin. Dans les kiosques également, les questions économiques, comment ils ont encore sauvé le franc CFA. C'est Camer Presse de Justin Blaise Akono qui en parle, justement avec un sujet sur la dévaluation et sortie de la zone franc. La réunion des ministres des Finances des pays régis par le franc CFA, tenue la semaine dernière à Paris, était très attendue, comme les précédentes d'ailleurs, avec la crainte pour certains de l'annonce de la dévaluation de cette monnaie, l'espoir pour d'autres de voir certains pays africains de sortir de cette zone traitée de colonialistes. Les ministres des Finances et de l'Économie ont pris des décisions qui devront plutôt inquiéter les contribuables. Pourquoi ces décisions devraient inquiéter les contribuables? C'est un dossier proposé justement par Camer Presse ce matin. Comment ils ont encore sauvé le franc CFA entre jubilation et déception, mais des conséquences au niveau des contribuables, c'est-à-dire avec notre confrère qui est dans les kiosques ce matin. L'hebdomadaire Le Baoba est dans les kiosques et ouvre une réflexion ce matin, puisque beaucoup parlent de la décentralisation. D'ailleurs, l'éditorial de Faustin Dikam ce matin parle de cette décentralisation. Non à la sécession, non au fédéralisme, oui à la décentralisation telle que souhaitée, qui donne plus de pouvoir et d'autonomie aux régions, que ce soit sur le plan politique ou sur le plan économique. Mais cette décentralisation, interrogée par l'hebdomadaire Le Baoba ce matin, est-elle une solution pour trouver des voies de sortie à la crise anglophone? Interroge notre confrère. Est-on prêt à vivre une véritable décentralisation dans notre pays? On voit bien le titre proposé par notre confrère ce matin. Dans des conditions actuelles, le Cameroun peut-il réussir le pari de mener une décentralisation
réel. Le débat est ouvert, il est profond dans les colonnes de l'hebdomadaire Le Baobab ce matin, qui parle également du PIACI, de ce projet porteur, mais qui finalement ne semble pas porter des fruits escomptés. Le ministre en question, Zachary Perevet, de l'emploi et de la formation professionnelle, est interrogé. Créé pour booster des activités du milieu informel, le projet intégré d'appui aux acteurs du secteur informel est au point mort depuis 2 ans maintenant. Que se passe-t-il avec le PIACI? C'est à découvrir avec le Baobab qui est dans les kiosques ce matin. Entre-temps, le Cameroun Business Today nous parle de l'ouverture du second pont sur le Vouri. Un premier chiffre, 60 000 véhicules en circulation par jour sur cet ouvrage futuriste qui a radicalement changé le visage de Douala et qui annonce justement des lendemains meilleurs, puisque ce n'est que l'une des parties du pont qui a été ouverte à la circulation. La nouvelle infrastructure partiellement ouverte depuis le 3 octobre dernier offre cette capacité de trafic selon une étude du groupement interpatronal du Cameroun, le GICAM, 60 000 véhicules par jour. Le GICAM, on s'en souvient, qui s'était déjà interrogé sur les conséquences du premier pont et les embouteillages nombreux qui avaient un impact négatif sur les affaires. Cameroun Business Today nous présente justement cet ouvrage et ses avantages. Les camions, les transporteurs traversent désormais plus facilement la zone industrielle de Bonabéry, longtemps marquée par des embouteillages monstres. Ce pont qui dessert les régions du sud-ouest, du nord-ouest, de l'ouest, constitue un levier de relance économique pour le Cameroun et la sous-région, indique notre confrère. Et parlant justement du GICAM, cela fait une centaine de jours maintenant que Célestin Tawamba est à la tête de cette organisation patronale. Sur 2 pages, Cameroun Business Today nous présente justement les 100 jours de Célestin Tawamba à la tête de cette organisation. C'est pratiquement le même sujet que propose cette fois-ci en sa grande une le quotidien de l'économie. C'est 100 premiers jours en tant que président du groupement interpatronal du Cameroun. C'est la grande une du quotidien de l'économie qu'on va découvrir avec la réalisation. Il parle justement de ces 100 jours à la tête de cette organisation. Parlant justement d'action, le journal L'Action nous parle de celle du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, jusqu'à la gare, indique notre confrère. Les responsables et militants du RDPC, dans l'Union Ekele, comme dans les 377 sections du Cameroun et de l'étranger, ont pris et continuent de prendre l'engagement d'arriver à bon port avec Paul Biya pour le bonheur de tous les Camerounais. C'est un dossier gigantesque que propose l'Action ce matin sur la mobilisation jusqu'à la gare avec le champion Paul Biya, tel que souligné par l'Action et concernant la mobilisation des militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Lui n'est pas militant en tant que tel du RDPC, il est dans l'action de l'administration. C'est le gouverneur de la région du centre, Nasri Paul Biya. Les 235 premiers jours de Nasri Paul Biya à la tête de la région du centre, comptés dans un dossier de 2 pages par le journal L'événement qui est dans les kiosques ce matin. Qu'a-t-il fait Nasri Paul Biya à la tête de cette région, celle qui héberge justement les plus hautes institutions de la République? 235 jours déjà racontés sur 2 pages par le journal L'événement ce matin. L'événement qui salue également les hommes d'action, notamment le président directeur général du groupe L'Anecdote. Pourquoi Jean-Pierre Amougou Belinga fait problème? C'est le décryptage justement du journal L'événement ce matin face justement à l'intransigeance de certains, aux manœuvres de refus des activités des autres. Il y a des raisons qui sont cachées et qui sont proposées par l'événement ce matin autour justement des oiseaux de mauvais augure et des hiboux lugubres autour de Jean-Pierre Amougou Belinga, indique l'événement ce matin qui consacre sa grande une à la gestion de Bafoussam. Comment Gouchigé Sylvestre court-circuite Emmanuel Zete, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bafoussam, c'est à lire avec l'événement. Tout comme on peut découvrir également la grande une de Le Messager ce matin, qui nous parle de la présidentielle 2018, pour qui roule finalement Maître Akeremouna, qui a annoncé sa candidature, interroge au journal de Feu Pius Ndiawe ce matin. On découvre également L'Œil du Sahel, qui nous parle justement des inondations dans la partie septentrionale. Inondations, 4000 sans-abri dans le Logone et Chari, titre notre confrère, avec le retour des pluies et des conséquences qui sont enregistrées dans quelques parties du pays, dont le Logone et Chari.
Voilà, l'heure de l'instant de l'analyse maintenant. Et derrière ça, Jean-Jacques Zé, son analyse. Voilà, retour ici en place avec Jean-Jacques Zé pour l'instant de l'analyse. Jean-Jacques, il serait pas bien vu de passer sur les messages de ses amis qui ont été nombreux à nous écrire un petit peu, qui reparlaient un peu de ce problème avec le réseau de téléphone qui nous a un peu... Enfin, on va dire quoi? Comment formuler ça, Edith Chania? Bon, ils ont été nombreux à nous écrire, hein, et qu'est-ce qui va... On peut s'attendre à quoi? Est-ce que ceux qui ont été dans des soucis vont être dédommagés? Comment ça va se passer par la suite? Peut-être un mot juste dessus et puis on revient sur une question d'actualité. Le seul mot qu'on a dit, c'est justement que les consommateurs doivent être organisés. Chaque fois qu'il y a un problème sur les consommations, il faut que le consommateur sache qu'il est roi et ce roi doit maîtriser ses droits. Et lorsqu'on est justement lancé dans le respect des droits et qu'il y ait des problèmes à un quelconque niveau que ce soit, il y a des institutions qui existent dans la République qui peuvent être saisies, l'agent de régulation des télécommunications, bien que n'étant pas un tribunal, mais davantage les tribunaux compétents avec des éléments précis. Et pour arriver justement à ces éléments précis, il faut toujours faire constater les désagréments par les huissiers de justice. Chaque fois qu'on a un désagrément, quel que soit le secteur d'activité, faire le constat avant d'amorcer justement des plaintes et des poursuites et des procédures qui peuvent être ouvertes. Il faut justement que chacun puisse maîtriser ces éléments de droit pour pouvoir entrer dans ses droits et faire reculer justement ceux qui sont à marge des lois dans notre pays. Vous avez parlé de cette région ecclésiastique quand vous parliez de Bamenda, et cela a été très frappant parce qu'il faut rappeler que beaucoup de prélats, de prêtres, etc. sortent souvent de ces, comment je peux dire, de ces écoles-là. J'ai eu l'occasion de visiter justement. Mais est-ce que justement les évêques avaient besoin de réagir? Un journal a dit là qu'aucun n'en a réagi lors de cette crise anglophone. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Ils doivent réagir, les évêques doivent réagir, cela relève de leurs droits. Justement, parce que c'est leur droit. Ils ne peuvent ne pas réagir. Oui, ils ne peuvent ne pas réagir. Et parce qu'ils sont les garants de la morale. D'ailleurs, parlant de morale, vous verrez la correspondance justement de ce forum des Camerounais libres pour l'unité nationale qui demande si justement ces hommes peuvent encore être considérés comme des refuges de la morale ou de la moralité. La lettre dit d'ailleurs que d'abord on ne veut pas parler de vos problèmes que nous connaissons tous parce que si on les aborde au niveau des églises et autres, on n'est même pas sûr, disent les responsables de cette organisation, que les gens viendront encore vers vous. Parce que justement, dans ce droit qu'ils ont à pouvoir intervenir et réagir, le forum constate qu'ils ne l'ont pas fait lorsqu'il était absolument nécessaire. Parce que les évêques de la province ecclésiastique de Bamenda ont assisté aux différentes négociations qui ont été ouvertes. Hier, c'était le 10 octobre. Et c'est le 10 octobre que lancé par les organisations des avocats ou des enseignants le mot d'ordre de grève. Les négociations qui ont commencé en novembre avaient montré justement que l'État était ouvert à ces différentes négociations. Premier jour, ils viennent sur la table des négociations avec 8 points et disent eux-mêmes que si l'État accède à un seul de ces points, on lève le mot d'ordre de grève. Ce n'est pas fait. On organise un autre round de négociations. Cette fois-là, ils reviennent, ceux qui étaient en face, avec 14 points. C'est-à-dire que l'État qui avait répondu à 4 points sur les 8 au départ, voit comment le nombre a augmenté. On est passé à 14 points. Des réflexions sont menées, les 14 points sont acceptés, le mot d'ordre n'est pas levé. On passe à une autre séance de négociation. Cette fois-là, c'est 22 points qui sont posés sur la table de négociation. L'État accède à ces 22 points et lorsqu'il faut aller vers la signature pratiquement d'un mot d'ordre de levée de grève globale, il y a un point qui sort, qui n'était pas sur la table des négociations et qui surprend les membres du gouvernement qui étaient engagés dans cette négociation-là. Ce point demande qu'on inscrive l'organisation d'un référendum sur le retour au fédéralisme de 1961 ou à la sécession. Les membres du gouvernement sont surpris parce que ce point n'était pas abordé pendant le premier round, le second round ou le troisième round de négociations et ne savaient pas comment on est parti des revendications corporatistes pour aboutir à une revendication. Est-ce qu'on est encore dans le cadre justement des revendications corporatistes
l'Église est restée muette, notamment la province ecclésiastique de Bamenda, selon ce que Forum des Camerounais libres a écrit à ces évêques-là. On passe à autre chose. On observe que la situation se radicalise plutôt. L'appel à la désobéissance civile est lancé. Quand on dit désobéissance civile, c'est ça qu'on appelle ville morte et autres activités mortes. Les évêques, à partir de ce moment-là, auraient dû également intervenir pour dire que mais qu'est-ce qui se passe puisque nous connaissons le dossier. Et les dossiers ont été examinés. Pourquoi arrive-t-on justement à cette paralysie qui est annoncée? Tout le monde est resté muet, l'école est morte, les activités sont mortes, les commerçants aujourd'hui sont en train de suffoquer, ils se sont engagés par des crédits bancaires et ne peuvent pas répondre justement au remboursement aujourd'hui pour n'avoir pas eu d'activité. Le gouvernement, face à la radicalisation de la situation, a pris d'autres mesures, notamment suspension d'Internet, arrestation de quelques leaders. Les évêques, cette fois-là, se sont adressés à travers un communiqué au gouvernement demandant à ce que l'État restaure Internet et qu'on libère les leaders. L'État a restauré Internet. Les leaders sur 175, 165 ont été libérés selon les chiffres proposés par Forum des Camerounais libres. On lit ce qu'ils ont écrit. L'État a accédé. Les évêques sont restés muets. Ils n'ont pas déjà dit que l'État a répondu favorablement à leur demande de restauration d'Internet et de libération, motus et bouche cousue. Plus loin, on note, et vous avez vu les images des zones, que quelques élèves qui tentaient d'aller quand même à la quête de savoir ont été brutalisés. Les réseaux sociaux nous ont proposé des images assez difficiles. Forum Libre ajoute même que certains ont été blessés au poignard, une dizaine, ainsi de suite. C'est ce calme-là qui surprend cette organisation et qui est davantage surprise par la réaction des évêques le 4 octobre dernier où, naturellement, elle ne semble pas restaurer les faits tels que vécus sur le terrain et tels que précisés par la conférence épiscopale nationale. Nous le disions déjà ici lundi, qu'on ne comprenait pas qu'il y ait cette divergence de vue entre les évêques de la province ecclésiastique et la conférence épiscopale nationale du Cameroun. D'où le communiqué ou cette réaction au communiqué proposé par le Forum des Camerounais et qui est abondamment reprise. Cette réaction, vous l'avez vu, particulièrement par l'ensemble des journaux qui comptent au Cameroun et qui ne comprennent pas toujours l'attitude des évêques du Cameroun. Et plus loin, le Forum des Camerounais libres vous propose même quelques passages bibliques en demandant aux évêques d'aller lire certains chapitres. On n'a peut-être pas la Bible ici. On parle de Romains 13, versets 1 à 5. On va noter, on ira consulter. Vous avez dit Romains combien, Jean-Jacques? Romains 13, versets 1 à 5. Que dit Romains 13, versets 1 à 5? On a confiance au pasteur Yologaza qui nous regarde cette matin. Verset 5 à 25. 1 à 5. D'accord, 1 à 5. C'est compliqué. Matthieu 5, verset 30, ou Matthieu 7, du verset 3 à 5. On conseille aux évêques d'aller lire cette affaire-là. Et je ne suis pas un évêque, moi je parle. Le communiqué dit que nous pensons que les évêques de la province ecclésiastique de Bamenda sont plus attirés par un seul passage de la Sainte Bible, Matthieu 18, versets 21 à 22. Vous notez, on va voir la différence. Vous avez dit entre Matthieu les premiers combien? Matthieu et les autres Matthieu. Matthieu 18, versets 21 à 22, qui semble intéresser plus les évêques, selon le Forum Libre. Ce matin, on peut trouver la Bible même sur Internet pour rapidement taper et voir ce qu'on dit de ce côté-là. Voilà un peu la position de cette organisation qui retrouve celle déjà soulevée par la presse depuis lundi, qui ne comprend pas la sortie des évêques, qui s'étonne quand même que des évêques soient restés muets lorsqu'on a vu des débordements d'un certain niveau, des agressions d'un certain niveau également. On est d'accord que les évêques condamne la violence d'où qu'elle vienne, comme pratiquement tous les acteurs, comme tous les autres également. On est d'accord là-dessus et je pense que même le Forum des Camerounais libres dit également que les évêques ont quand même condamné ces violences d'où qu'elles viennent, mais pose quelques questions de réflexion, lesquelles questions sont relayées par la presse abondamment ce matin. Vous faites de la recherche? Ce n'est pas interdit. Je plaisante. Ah oui, évidemment, que nous dit, je suis au chapitre 14, hein. Vous êtes où là, Edith? Je suis au chapitre 18, verset 21. Pourquoi vous dépassez le chapitre indiqué? Revenons au chapitre indiqué, non?
Bon, vrai, vous aurez le temps de le trouver, hein. Bon, Romains 13, alors, ça c'est le verset 13. Il faut vous dire 2 mots là-dessus, non? Romains? Oui, Romains, Chapitre verset 13. Ne verset nous 13. jugeons donc plus les uns et les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Voilà. Ça parle, hein? Ça parle. Ah Ça, oui, c'est oui. Romains 13. Oui, verset oui, oui. 1 à 5. Oui, ça c'est Romains 13 précisément. Voilà. Intéressant. Oh, Jean-Jacques, merci pour ce... Que le Forum des Camerounais libres pour l'unité nationale est allé lire la Bible. Non, on a besoin de la Bible. On a besoin de la de Bible. la Bible, C'est on pour a ça. besoin de Oui. prières, Oui, oui. on a besoin d'union, d'unité, on a besoin d'une église qui soit le refuge, même si c'est son droit qu'on ne peut pas refuser. D'ailleurs, l'église doit pouvoir jouer les premiers rôles lorsque un pays a des difficultés comme le Cameroun. L'église doit organiser des grandes messes, des grandes prières. L'église, les hommes de la province ecclésiastique de Bamenda doivent aller à Bamenda, tenir des messes, appeler à ce que les cœurs s'apaisent et que l'esprit du pardon revienne. C'est de cela qu'il s'agit. Merci beaucoup Jean-Jacques Zé, double JZ, pour ces infos, ce décryptage. Je vous souhaite passer une très bonne journée. Vous nous revenez demain, toujours en forme. C'est vrai, Edith, vous savez que vous aviez quelques préoccupations à soumettre à l'attention de Jean-Jacques Zé, mais le temps est plus fort que nous. On est à 37, mais écoutez, demain, je vous passe la parole en premier pour... Demain, si je ne le fais pas, vous prendrez la parole, parce que vous, c'est comme ça. Vous la prendrez. Il faudra la prendre. Hein? D'accord, il faudra prendre la parole. Prenez des initiatives. Je vais prendre, Jésus. Ok, bon, salut Jean-Jacques, ouvrez-lui la porte pour qu'il puisse partir en paix. Je lui ouvre la porte. Vous ne voulez pas le faire? C'est fermé là, la clé. Allez-y, s'il vous plaît. Ah bon, c'est à la télécommande. C'est quand c'est à la télécommande. Bonne journée à vous. Ah là là Vous, là c'est là. le délestage. On va rentrer dans la deuxième partie. Merci beaucoup Jean-Jacques. On va rentrer dans la deuxième partie de l'émission. Ce sera avec nos amis qui tour à tour nous rendront visite. On aura Le Centre international du bien-être et également African Shopping Complex. Nous voulons dire joyeux anniversaire à Marie. Joyeux anniversaire à toi, Marie-Christelle Nsi. Mon amour. Ça, c'est Daniel le diffuseur qui a écrit ça. Il dit à sa femme, à sa chérie, joyeux anniversaire à toi, Christelle Nsi. Tu es mon amour, Daniel. Ah là 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 là. Oh, le tourtereau. Voilà. SMS arrivé à notre contact au 693 98 34 34. Un bonjour pour Monsieur Jules Hervé Fomo qui nous regarde depuis la Guinée équatoriale et qui dit d'ailleurs être content de nous retrouver car il a passé plus d'un mois sans électricité. On dit également bonjour à Monsieur Amadou Dotiwa du côté de l'Assemblée nationale. IP Mundi, vous êtes un policier, vous nous regardez avec votre épouse Abiba et vous avez, votre amour a produit un bébé. Hein? C'est un nouveau-né, vous êtes tellement content, plus content que la mère. C'est normal. On vous salue. On salue également Monsieur Henri Casterman Abissolo qui nous regarde depuis Douala, Bonabéré. Le couple Madji à Médong nous regarde. Merci beaucoup. Anastasie Tchumani, vous nous regardez. Monsieur Monté, Madame Monté, Christelle et les enfants et les charmantes filles, on vous salue. Le couple Mombé également nous regarde depuis Mélène. On dit également bonjour au couple Léoué à Douala Bessenger. Aristide Kenge, salut Jean-Jacques Zé, il dit des choses. Voilà, Aristide Kenge, voilà, le message est passé, Jean-Jacques Zé est encore là et puis il a fait ceci. Il a fait un salut militaire là. Je ne sais plus comment ça se fait, ça se passe. Hein. Vous savez, salut comme les hommes en tenue là. Hein. Comme ça. C'est avec quelle main, Jean-Jacques? Et si vous êtes gaucher, vous faites comment? Petit nouveau taux, nous sommes les petits, nous kawa, petit loup, maman, nous sommes les petits. Vous n'avez pas été scout, hein, vous. Surtout, mais j'ai été majorette. Lui, Jean-Jacques, c'est un ancien scout, faut pas l'oublier. Un ancien scout. Et voilà, le temps court, mais on a encore quelques secondes pour dire bonjour rapide à Carlos Ngoa de Soa qui nous regarde. Merci beaucoup à vous, Abel Christian, AVB à Marois. Vous saluez votre tendre moitié, Jenny Lacerne, qui se trouve à Douala. Et une pensée pour Ingrid alors qui nous regarde depuis Douala. On dit également bonjour à Monsieur Emmanuel Chania. Monsieur? Emmanuel Chania. Ça alors, ça me dit quelque chose, ça. Monsieur Nestorius, vous êtes à Balmayo, Monsieur Nestorius, et vous nous regardez très souvent. Merci beaucoup. Aussi, on adresse le bonjour au patriarche Romez qui nous regarde. Une pensée pour Monsieur Gaëtan Athéon qui nous regarde. On dit également bonjour à Bertrand Tamdieu.
Voilà, bonjour à Pilo Agnès Nadine du côté de Montauban, c'est à Toulouse en France, je ne sais pas si oui, tout à fait, Montauban donc Toulouse en France, et qui nous regarde Pilo Agnès Nadine, merci beaucoup d'être fidèle et un bonjour à tous les pilotes qui sont dispersés à travers le monde et qui nous regardent. Un bonjour pour Madame Ngomga Marie-Pierre qui nous regarde depuis la France, on dit également bonjour aux enfants Ngomga, je pense à Priscilla Ngomga et Leslie Ngomga. Laissons d'abord comme ça pour les dédicaces. Après, on va encore revenir parce que la pub est déjà en train de te déclencher. Pub! Ça marche pas? De Douala et qui annonce justement des lendemains meilleurs puisque ce n'est que l'une des parties du pont qui a été ouverte à la circulation. La nouvelle infrastructure partiellement ouverte depuis le 3 octobre dernier offre cette capacité de trafic selon une étude du groupement interpatronal du Cameroun, le GICAM, 60 000 véhicules par jour. Le GICAM, on s'en souvient, qui s'était déjà interrogé sur les conséquences du premier pont et les embouteillages nombreux qui avaient un impact négatif sur les affaires. Cameroun Business Today nous présente justement cet ouvrage et ses avantages. Les camions, les transporteurs traversent désormais plus facilement la zone industrielle de Bonabéry, longtemps marquée par des embouteillages monstres. Ce pont qui dessert les régions du sud-ouest, du nord-ouest, de l'ouest, constitue un levier de relance économique pour le Cameroun et la sous-région, indique notre confrère. Et parlant justement du GICAM, cela fait une centaine de jours maintenant que Célestin Tawamba est à la tête de cette organisation patronale. Sur 2 pages, Cameroun Business Today nous présente justement les 100 jours de Célestin Tawamba à la tête de cette organisation. C'est pratiquement le même sujet que propose cette fois-ci en sa grande une le quotidien de l'économie. C'est 100 premiers jours en tant que président du groupement interpatronal du Cameroun. C'est la grande une du quotidien de l'économie qu'on va découvrir avec la réalisation. Il parle justement de ces 100 jours à la tête de cette organisation. Parlant justement d'action, le journal L'Action nous parle de celle du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, jusqu'à la gare, indique notre confrère. Les responsables et militants du RDPC, dans l'Union Ekele, comme dans les 377 sections du Cameroun et de l'étranger, ont pris et continuent de prendre l'engagement d'arriver à bon port avec Paul Biya pour le bonheur de tous les Camerounais. C'est un dossier gigantesque que propose l'Action ce matin sur la mobilisation jusqu'à la gare avec le champion Paul Biya, tel que souligné par l'Action et concernant la mobilisation des militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Lui n'est pas militant en tant que tel du RDPC, il est dans l'action de l'administration. C'est le gouverneur de la région du centre, Nasri Paul Biya. Les 235 premiers jours de Nasri Paul Biya à la tête de la région du centre, comptés dans un dossier de 2 pages par le journal L'événement qui est dans les kiosques ce matin. Qu'a-t-il fait Nasri Paul Biya à la tête de cette région, celle qui héberge justement les plus hautes institutions de la République? 235 jours déjà racontés sur 2 pages par le journal L'événement ce matin. L'événement qui salue également les hommes d'action, notamment le président directeur général du groupe L'Anecdote. Pourquoi Jean-Pierre Amougou Belinga fait problème? C'est le décryptage justement du journal L'événement ce matin face justement à l'intransigeance de certains, aux manœuvres de refus des activités des autres. Il y a des raisons qui sont cachées et qui sont proposées par l'événement ce matin autour justement des oiseaux de mauvais augure et des hiboux lugubres autour de Jean-Pierre Amougou Belinga, indique l'événement ce matin qui consacre sa grande une à la gestion de Bafoussam. Comment Gouchigé Sylvestre court-circuite Emmanuel Zete, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bafoussam, c'est à lire avec l'événement. Tout comme on peut découvrir également la grande une de Le Messager ce matin, qui nous parle de la présidentielle 2018, pour qui roule finalement Maître Akeremouna, qui a annoncé sa candidature, interroge au journal de Feu Pius Ndiawe ce matin. On découvre également L'Œil du Sahel, qui nous parle justement des inondations dans la partie septentrionale. Inondations, 4000 sans-abri dans le Logone et Chari, titre notre confrère, avec le retour des pluies et des conséquences qui sont enregistrées dans quelques parties du pays, dont le Logone et Chari. Voilà, l'heure de l'instant de l'analyse maintenant. Et derrière ça, Jean-Jacques Zé, son analyse.
Voilà, retour ici en place avec Jean-Jacques Zé pour l'instant de l'analyse. Jean-Jacques, il serait pas bien vu de passer sur les messages de ses amis qui ont été nombreux à nous écrire un petit peu, qui reparlaient un peu de ce problème avec le réseau de téléphone qui nous a un peu... Enfin, on va dire quoi? Comment formuler ça, Edith Chania? Bon, ils ont été nombreux à nous écrire, hein, et qu'est-ce qui va... On peut s'attendre à quoi? Est-ce que ceux qui ont été dans des soucis vont être dédommagés? Comment ça va se passer par la suite? Peut-être un mot juste dessus et puis on revient sur une question. Ecclésiastique de Bamenda, le communiqué de cette organisation marque tout son désaccord relativement à ce qui a été dit le 4 octobre dernier par cette partie du pays, en signalant justement que l'Église catholique et particulièrement cette province ecclésiastique a vu comment l'État a mené des démarches afin de désamorcer cette bombe qui a commencé avec les revendications corporatistes, mais également cette Église est restée muette face à l'escalade de violence, de nombreux enfants agressés. D'ailleurs, le communiqué parle d'une dizaine de tout petits blessés au poignard pour avoir tenté de braver les mots d'ordre d'école morte. Ils voulaient simplement aller à l'école et les évêques n'ont rien dit. Dans ces conditions-là, l'éditorial de Faustin Djikam vient également situer le rôle de l'Église. L'Église catholique, pour sa part, a intérêt à redéfinir ses positions sur des sujets politiques. Son rôle est strictement théocratique, moral et non partisan. C'est le dernier endroit où doit se trouver la vérité dans la société. La forme de l'État ne changera pas. C'est le titre de l'éditorial proposé par le directeur de publication de Tribune d'Afrique ce matin, qui rappelle également tous les moyens qui ont été mobilisés par les pouvoirs publics pour sortir de cette crise, mais également ceux qui sont appelés à ne pas changer relativement aux réalités politique, géostratégique, mais également historique, qui appelle le Cameroun à demeurer un pays uni. Beaucoup de pages de l'histoire ont, semblerait-il, selon l'éditorial, été ignorées volontairement par beaucoup dans le cadre de ces manifestations. Pourtant, la forme de l'État ne devrait pas changer et ne changera pas, tel que c'est indiqué par l'éditorial proposé par Faustin Djikam ce matin. La même colère de cette organisation, le Forum des Camerounais libres pour l'unité nationale, qui réagit. Cette réaction est aussi proposée par le quotidien L'Épervier, qui est dans les kiosques ce matin. Les évêques de la zone anglophone tombent le masque, titre notre confrère, après l'échec du 1er octobre 2017 et les détournements des milliards issus de la scolarité des élèves et des subventions de l'État en début d'année scolaire dernière. Les évêques de la province ecclésiastique de Bamenda viennent de franchir le Rubicon, dit notre confrère, à travers leur communiqué incendiaire qui charge malheureusement le gouvernement. Ils ont tombé le masque. C'est un jeu trouble disséqué, décrypté par le quotidien L'Épervier ce matin, qui exploite aussi ce communiqué, cette réaction de cette organisation de la société civile qui s'en prend directement aux évêques, appelant à leur responsabilité, parlant même aussi de leur mutisme qui est comparable pratiquement à la complicité, parce que dit notre confrère relativement à ce texte, même quand les écoles ont été brûlées, les commissariats et brigades de gendarmerie saccagées, les évêques sont restés muets et choisissent tout simplement de condamner, entre guillemets, des violences d'où qu'elles viennent, sans, dans la démarche, justement, s'arrêter chaque fois que l'être humain était menacé pour produire une quelconque réaction. Le Forum des Camerounais libres dénonce le comportement partisan des évêques de la province ecclésiastique de Bamenda. Titre également Hot News, qui est dans les kiosques ce matin. Les évêques de Bamenda n'ont jamais condamné, et le journal fait une énumération après avoir lu l'intégralité du texte qui est d'ailleurs proposé par notre confrère. Ils n'ont jamais condamné la sécession et les actes de vandalisme, les écoles incendiées, les commissariats de police et les brigades de gendarmerie vandalisées, les élèves poignardés sur le chemin de l'école, les armes de guerre saisies aux milices du consortium. Concernant justement cet aspect, l'un des points soulevés par cette réaction du Forum des Camerounais libres dénonce justement les saisies de centaines d'armes, plus d'une centaine en tout cas d'armes de guerre, l'utilisation de ces armes de guerre, notamment du côté de Kumbo. Selon le texte proposé par le Forum des Camerounais libres, la prison qui avait été incendiée
par quelques détenus qui détenaient justement des kalachnikovs. Le journal indique justement toute la surprise lorsque les évêques de la province ecclésiastique de Bamenda parlent des manifestants désarmés. Pourtant, dizaines de bombes au moins artisanales ont été repérées, récupérées par les forces de maintien de l'ordre, y compris celles qui ont eu à exploser, exposant ainsi la santé et l'intégrité des populations. Le journal rappelle le rôle de l'État en interrogeant avec le Forum des Camerounais libres ce que les évêques auraient souhaité, que l'État croise les bras et regarde comment le pays est en train de subir l'action de ceux qui ont hissé justement la violence au sommet des revendications qui étaient pourtant corporatistes à l'origine. L'orphelin parle justement des évêques anglophones qui sont abattus en plein vol. Ici, à Yaoundé, il est 7h02 et nous allons recevoir Jean Jacques dans une cinquantaine de secondes. Le temps pour nous de dire un petit bonjour à quelques fidèles. Edith Chania. Une pensée pour M. Blaise Blondel qui nous regarde depuis Yassa, cité Douala. On dit également bonjour à M. Nguy Magira, les greffiers en chef des tribunaux de première et grande instance à Bouddha. On dit bonjour rapide à Chomba Marina, à Douala, et puis on pense à c'est Panique de Berthois qui pense à Chomba Marina, et bien sûr à son petit qui s'appelle Abat, et une pensée pour le président Aminou Amidou du côté de Bafoussam. Et joyeux anniversaire à Évariste Ateba qui souffle sur une bouchée de plus ce jour. Il dit d'ailleurs que le partage du gâteau aura lieu tout à l'heure. Tout à l'heure, il faudrait garder une part pour Jean-Jacques Zé, qui nous rejoint sur le plateau de la matinale avec sa panoplie. Toujours tout sourire, vous savez, l'homme, si vous le croisez, il vous fera rire. Vous êtes déjà arrivé? Vous savez, il m'a tellement appelé Jason que j'étais avec un ministre de la République que je salue d'ailleurs, qui m'a dit Jason. Non, ça c'est Jean-Jacques Zé. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Jason Black. Bonjour Edith Chania, bonjour à tous nos amis téléspectateurs et les auditeurs des radios qui nous reprennent, qui prennent notre signal en relais sur l'ensemble du territoire national. On voudra dire particulièrement bonjour à monsieur le sous-préfet de Mongong dans la région du sud, Ndengwe Darlin, qui est certainement connecté ce matin, comme on le dit. Après votre passage hier ici, on a un peu discuté, vous savez, hier autour de la téléphonie mobile et tous les problèmes qu'on avait. Mais il y a eu beaucoup de messages, notamment celui de Hervé qui vient d'Abidjan en Côte d'Ivoire, qui trouvait ça quand même assez déplorable. Bon, peut-être, parce que vous êtes nombreux à nous parler de ça, on va peut-être demander à Jean-Jacques tout à l'heure, à l'instant de l'analyse, de dire un mot là-dessus. Hein? Juste un mot. Et puis parce qu'on a d'autres préoccupations aussi. D'accord. Dites-moi, Edith, vous souhaitez que l'on commence par Cameroun Tribune. Jean-Jacques, c'est possible? Naturellement, c'est possible. On commencer avec Cameroun Tribune ce matin et le quotidien Capitaux Publics, ce qui t'intéresse particulièrement à la gestion de l'information en période de crise par les médias. C'est une initiative qui est prise par le Conseil national de la communication qui va regrouper aujourd'hui les responsables d'organes de presse pour revenir sur la responsabilité des médias en période de crise. La crise comme celle que le Cameroun est en train de traverser en ce moment signale justement Cameroun Tribune, les médias face à leurs responsabilités, titre le quotidien à Capitaux Publics, qui consacre sa grande une cependant à ce souci d'apaisement souhaité par tous les Camerounais après les moments difficiles, pratiquement 12 mois de crise anglophone. Nous sommes tous acteurs dans le cadre de la recherche des voies de sortie, indique le quotidien à Capitaux Publics en sa grande une ce matin. Comment peut-on être tous des acteurs dans le cadre de la recherche de l'apaisement? Le journal nous présente en tout cas les rôles que pourraient jouer les uns et les autres, les groupes sociaux et autres responsables dans le cadre de la recherche de l'apaisement. On le voit bien avec notre confrère ce matin. Il y a les rôles que devrait jouer le gouvernement dans le cadre d'une dynamique de paix qui doit être poursuivie. Les partis politiques doivent mener un encadrement des militants, cet encadrement des militants qui est appelé à être renforcé selon Cameroun Tribune ce matin. La commission Moussongué pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme devrait améliorer le brassage des populations. La société civile doit être considérée comme un partenaire d'un vivre ensemble très poussé. Les autorités religieuses doivent également œuvrer au nom de l'amour du prochain. Les autorités traditionnelles, les gardiens de la cohésion doivent également se mobiliser.
les médias avec pour seul mot d'ordre la responsabilité, la diaspora avec une pierre à ajouter à l'édifice de l'unité, les citoyens qui sont les premiers promoteurs de la diversité. Naturellement, tous ont un rôle à jouer dans le cadre de la recherche de l'apaisement au Cameroun. On le voit bien, Cameroun Tribune évoque bien le rôle que devraient jouer les autorités religieuses, l'Église catholique et la province ecclésiastique de Bamenda, qui est spécialement visée par la presse ce matin. Tribune d'Afrique de Faustin Dikam parle de ces évêques du Nord-Ouest accusés de mensonges et de manipulation. Selon notre confrère, c'est en réaction au communiqué de presse, les archevêques et évêques de la province ecclésiastique de Bamenda relatif à la situation du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, le Forum des Camerounais libres pour l'unité nationale s'insurge contre le manque d'impartialité de ces hommes de Dieu, titre le journal en sa grande une ce matin, s'inspirant justement sur ce communiqué qui s'adresse directement aux évêques de la province, parlant justement de ceux de la province ecclésiastique de Bamenda, ces mercenaires, l'expression est du journal, l'orphelin ce matin, ces mercenaires en soutane, déterminés à déstabiliser le pouvoir de Yaoundé par tous les moyens, soutiennent la candidature d'Akere Mouna en vue de la présidentielle de 2018. Ils viennent de rendre public un communiqué qui confirme la thèse d'un complot ourdi pour déstabiliser le Cameroun, indique l'orphelin également, qui s'intéresse particulièrement à cette actualité, tout en proposant aussi à lire notamment cette réaction de ce forum des Camerounais libres s'adressant à la province et aux évêques de la province ecclésiastique de Bamenda. Le hebdomadaire Le Soir parle aussi de cette crise anglophone. Les évêques de Bamenda accusés de faire l'apologie du terrorisme. Le Forum des Camerounais libres dénonce les comportements partisans car ils n'ont jamais condamné la sécession et les actes de vandalisme. Ils n'ont jamais condamné les écoles incendiées, parmi lesquelles des écoles appartenant à l'église catholique. On parlait du collège Sacré-Cœur, le dortoir incendié, alors que ceux qui ont porté cet acte voulaient attenter à la vie des jeunes élèves qui n'étaient heureusement pas, dit-on, dans les dortoirs au moment de cet incendie. Les armes de guerre saisies, les milices du consortium qui ont été montées, le journal l'indique également, tout en, comme on le dit, exploitant les propos proposé justement par cette organisation de la société civile. Et dans les kiosques également, on peut le découvrir avec cette sortie de crise souhaitée par les uns et les autres. Info Matin parle aussi de cette crise anglophone. Le journal de Joe Dunenven insiste sur le Forum des Camerounais libres qui cogne sur les évêques relativement à ce communiqué qui reste condamnable et contesté du 4 octobre dernier. Et cette réaction musclée également qui confond profondément le rôle joué par les évêques de la province ecclésiastique de Bamenda. Autre sujet à découvrir, la recherche du dialogue. Le quotidien Émergence nous apprend ce matin que le gouvernement opte finalement pour le dialogue, dit-on, inclusif. À la table des négociations, personne ne devait être exclu et il n'y aura pas de sujet tabou, le dit Tout de Go, le journal ce matin. Le gouvernement poserait cependant des conditions à la participation des sécessionnistes à ces pourparlers. C'est la grande une choisie par notre confrère relativement à ce dialogue qui est souhaité. On le sait depuis lundi, la presse demande avec qui, comment et sur quoi établir ce dialogue au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et du gouvernement. On indique que le gouvernement a toujours ouvert la porte au dialogue relativement à ces négociations qui étaient lancées depuis les mots d'ordre de grève venant des avocats ou des enseignants de la partie anglophone. Au commencement étaient 8 points posés sur la table des négociations et à cette époque, les enseignants et les avocats avaient estimé, selon la correspondance justement du Forum des Camerounais libres, que si le gouvernement accédait à un seul de ces points, le mot d'ordre allait être grévé. Le gouvernement a accédé à 4 points. Deuxième étape, 14 points étaient posés sur la table des négociations. Le gouvernement accédera à ces 14 points. Troisième ronde de négociations, 22 points étaient portés sur la table des revendications. Le gouvernement accédera avec le bonus tel que l'indique cette correspondance. Et puis finalement, un autre point sera introduit, curieusement, celui parlant de la forme de l'État, fédéralisme ou sécession.
D'où le nom justement prononcé par les membres du gouvernement qui étaient déployés sur le terrain. Et parlant des membres du gouvernement déployés sur le terrain, pile ou face, parle de la crise anglophone ce matin. Il y en a qui ont joué à fond leur rôle. Ils jouent franc jeu dans cette affaire. Ils ne sont pas des chauves-souris et ne prêtent guère le flanc au jeu de l'Autriche. Ils démontrent à suffisance leur capacité à jouer la bonne partition pour résorber la crise qui jette la psychose dans la partie anglophone du Cameroun par leurs agissements et engagements patriotiques. Ils en appellent au dialogue et s'inscrivent dans la logique de la République d'abord. Qui sont-ils? Le journal propose en tout cas un ensemble de personnalités, des membres du gouvernement qui ont joué ou qui jouent franc jeu dans cette affaire de négociation et d'actes qui pourraient concourir à l'apaisement et l'accélération du vivre ensemble, mais également à la répartition des richesses du Cameroun. Le ministre Paul Moutazé, le ministre Emmanuel Nganou Djoumessi, le ministre Joseph Bétia Soma, le porte-parole du gouvernement Issa Tiroma Bakari, le délégué général à la Sûreté nationale, le ministre de l'Enseignement supérieur. Parmi ceux cités et dont les photographies qui sont proposées à la grande une de pile ou face ce matin, le ministre des Enseignements secondaires également. Mutation, le quotidien dans les kiosques ce matin nous parle justement des conséquences de cette crise anglophone. Sur les traces des déplacés, le journal nous propose un reportage à Yaoundé et à Douala pour retrouver justement ceux qui ont quitté ceux qui ont été obligés de partir du nord-ouest et du sud-ouest à la recherche d'endroits un peu plus calmes, reposants et propices à leurs différentes activités. Partis du nord-ouest et du sud-ouest, des personnes jadis établies dans ces régions ont du mal à s'intégrer à Douala, selon le premier reportage proposé par Mutation ce matin. À Yaoundé aussi, ils veulent sauver leur année scolaire. Les effectifs dans les établissements ouverts, aussi que l'anglophone ne cesse de s'accroître. Le journal fait le tour justement de ces différentes infrastructures scolaires pour voir combien ils sont, ceux qui sont partis du nord-ouest et du sud-ouest, à la recherche tout simplement de l'enseignement, de l'éducation pour essayer de sauver leur année scolaire. Autre sujet développé par la presse, Repère dit un ou deux mots sur la magistrature suprême et l'ENAM qui recrute des enseignants d'expression anglaise, les concours et les recrutements qui sont lancés relativement à la crise anglophone également. Le journal parle de l'offensive communicationnelle du gouvernement. Le ministre de la Communication, Issa Tiroma Bakari, fait pratiquement le tour des médias dans ce que Repère appelle ce matin l'offensive communicationnelle du gouvernement. Mais la grande une de Repère parle justement de ces ministres originaires de la région de l'Est qui, pour la plupart, ont géré le ministère des Mines au Cameroun. Le ministère des Mines, cimetière des fils de l'Est, titre Repère ce matin en proposant déjà 3 membres du gouvernement, en tout cas fils de l'Est, qui ont occupé le fauteuil de ministre des Mines, 3 déjà, mais à l'intérieur, on découvre quand même qu'ils sont nombreux à avoir occupé le fauteuil de ministre des Mines avec des fortunes différentes et diverses, mais davantage des résultats tout à fait gênants et pas forcément positifs pour ces membres du gouvernement qui sont partis de cette région. Jean Bosco Samba Aranda est passé par là-bas. Jacques-Yves Mbelendoué est passé également de ce côté-là. On parle également de Joseph Aoudou, de Charles Salé, de Badel Ndangadinga, d'Emmanuel Bondé, plusieurs fils du soleil levant qui se sont retrouvés justement dans ce cimetière baptisé ministère des Mines. Qu'ont-ils fait? Qu'ont-ils créé? Qu'ont-ils proposé? Qu'ont-ils subi dans ce département ministériel, c'est-à-dire dans un magnifique dossier proposé par Repère ce matin. Dans les kiosques également, les questions économiques, comment ils ont encore sauvé le franc CFA. C'est Camer Presse de Justin Blaise Akono qui en parle, justement avec un sujet sur la dévaluation et sortie de la zone franc. La réunion des ministres des Finances des pays régis par le franc CFA, tenue la semaine dernière à Paris, était très attendue, comme les précédentes d'ailleurs, avec la crainte pour certains de l'annonce de la dévaluation de cette monnaie, l'espoir pour d'autres de voir certains pays africains de sortir de cette zone traitée de colonialistes. Les ministres des Finances et de l'économie ont pris des décisions qui devront plutôt inquiéter les contribuables. Pourquoi ces décisions devraient inquiéter les contribuables? C'est un dossier proposé justement par Camer Presse ce matin. Comment ils ont encore sauvé le franc CFA entre jubilation et déception, mais des conséquences au niveau des contribuables, c'est-à-dire avec notre confrère qui est dans les kiosques ce matin. L'hebdomadaire Le Baoba est dans les kiosques et ouvre une réflexion ce matin.
puisque beaucoup parlent de la décentralisation. D'ailleurs, l'éditorial de Faustin Djikam ce matin parle de cette décentralisation. Non à la sécession, non au fédéralisme, oui à la décentralisation telle que souhaitée, qui donne plus de pouvoir et d'autonomie aux régions, que ce soit sur le plan politique ou sur le plan économique. Mais cette décentralisation, interrogée par l'hebdomadaire Le Baobab ce matin, est-elle une solution pour trouver des voies de sortie à la crise anglophone? Interroge notre confrère. Est-on prêt à vivre une véritable décentralisation dans notre pays? On voit bien le titre proposé par notre confrère ce matin. Dans des conditions actuelles, le Cameroun peut-il réussir le pari de mener une décentralisation réelle? Le débat est ouvert, il est profond dans les colonnes de l'hebdomadaire Le Baobab ce matin, qui parle également du PIACI, de ce projet porteur, mais qui finalement ne semble pas porter des fruits escomptés. Le ministre en question, Zachary Perevet, de l'emploi et de la formation professionnelle, est interrogé. Créé pour booster des activités du milieu informel, le projet intégré d'appui aux acteurs du secteur informel est au point mort depuis 2 ans maintenant. Que se passe-t-il avec le PIACI? C'est à découvrir avec Le Baobab qui est dans les kiosques ce matin. Entre-temps, le Cameroun Business Today nous parle de l'ouverture du second pont sur le Vouri. Un premier chiffre, 60 000 véhicules en circulation par jour sur cet ouvrage futuriste qui a radicalement changé le visage